Donc, je donne la parole à Alejandro, qui est lauréat d'un prix, ERC, c'est-à-dire le Conseil européen de recherche, ou bien European Research Council, et il a bénéficié de 2 millions d'euros sur 5 ans pour la recherche autour du stockage de l'énergie, mais en particulier sur les simulations. Bon, merci beaucoup. Donc, je vais vous parler d'un projet ERC dans lequel on cherchera à faire une usine virtuelle de batteries lithium-ion afin d'essayer de découvrir des batteries futures, des batteries plus performantes. Et donc, bon, comme vous savez tous, l'énergie, c'est quand même un gros problème pour nos sociétés. Hein. Donc, on pourrait dire que l'énergie, c'est le principal problème de l'humanité dans la première moitié du XXIe siècle. Donc, on a une vitesse de consommation d'énergie qui est attendue de doubler environ dans les 50 prochaines années. Et donc, ça nous demande une diversification de nos façons de produire l'énergie électrique, en fait. Et notamment avec le déploiement des énergies renouvelables. Okay? Notamment pour, justement, pouvoir avoir une empreinte en CO2 plus faible, et pouvoir polluer moins, et ainsi de suite. Alors, là, on nous demande de faire une transition énergétique avec ce type de système. Le problème, c'est que ce type de système, ils sont intermittents. Donc, cette énergie-là, il est là lorsqu'on n'a pas forcément besoin. On peut peut-être avoir du vent la nuit. Et donc, la nuit, en fait, on dort, quoi. On ne consomme pas beaucoup d'électricité. Donc, c'est un petit peu ça l'histoire. Donc, on a besoin de technologies pour stocker cette énergie intermittente afin de l'utiliser lorsqu'on a besoin. Et donc, on a les batteries, notamment les batteries lithium-ion, ils ont un rôle à jouer. Pas uniquement pour stocker l'énergie intermittente issue des éoliennes ou des solaires, mais aussi pour déployer des voitures électriques notamment. Okay? On a besoin de stocker beaucoup d'énergie dans un poids le plus petit possible, dans un volume le plus petit possible. Et ces batteries lithium-ion, ils ont un caractère un peu magique, du fait de son principe opératoire, c'est qu'ils peuvent recharger. Donc, quand une batterie lithium-ion se décharge, on a des ions lithium en fait, qui migrent d'une électrode à l'autre. Et puis, lorsqu'on charge, on fait circuler les ions lithium de l'électrode la positive à la négative. Okay? On revient à l'état de départ. Okay? Ça, c'est idéalement parlant. Alors, ces batteries, à l'intérieur, ils sont faites par des électrodes. Et chaque électrode, donc, il est composé par un mélange de matériaux. Donc, notamment celui-là, qui est le star de ces mélanges de matériaux, c'est les matériaux actifs. C'est les matériaux qui vont venir loger le lithium ou déloger le lithium lorsqu'on va décharger ou recharger l'électrode en question. Et puis, ce matériau actif, il est mixé avec d'autres types de particules, donc du carbone qui va venir nous servir à améliorer la conduction électronique de l'ensemble, et un lien polymère qui nous sert à coller toutes ces particules solides entre elles afin d'avoir finalement une poudre qui tienne à l'intérieur de la batterie. Sinon, cette poudre-là va se désagréger, en fait. Donc, les caractéristiques pratiques d'une batterie, notamment la densité d'énergie, ça veut dire à nouveau la quantité d'énergie qu'on peut stocker par unité de volume et unité de poids, ainsi que le temps de recharge de la batterie et sa durée de vie, ils sont trois propriétés pratiques qui sont intimement liées à la structure de l'électrode, c'est-à-dire la façon dans laquelle ces trois matériaux s'organisent dans l'espace à l'intérieur de la batterie. Okay? Et cette structure d'électrode est extrêmement dépendante de comment on fabrique une batterie. En fait, l'électrode optimisée va être fonction des paramètres de fabrication, et donc là vous avez un petit peu un schéma très simplifié de comment on fabrique une électrode de batterie. On commence par une suspension de ces trois éléments magiques, en fait, les matériaux actifs, les liens polymères et les particules actives, donc en suspension sur un solvant. Puis on applique une température afin d'évaporer le solvant. Puis on applique une pression afin d'améliorer la connexion électrique entre ces différentes particules. Et puis à la fin, donc c'est bien plus compliqué que ça, donc on obtient une batterie donc en format, voilà. Donc là, il y a des étapes qui sont oubliées exprès, voilà. Alors, aujourd'hui, cet électrode optimisé, donc il est plus ou moins trouvé, voilà, mais c'est quand même très compliqué parce qu'on fait beaucoup d'essais-erreurs en fait, beaucoup d'expériences. Beaucoup d'essais-erreurs, donc du coup on dépense beaucoup d'argent, beaucoup de temps donc, pour optimiser ces électrodes. Et donc, on a besoin de comprendre ces procédés de fabrication, comment ces différents paramètres vont influencer la structure finale de l'électrode, parce qu'on a vu que cette structure finale donc, impacte les propriétés pratiques de la batterie. Et on a besoin aussi de prédire comment ces paramètres de fabrication vont influencer la structure finale et les propriétés finales de ces batteries. Et donc, pourquoi faire? On a besoin de comprendre et prédire afin de gagner du temps, réduire les coûts de fabrication de ces batteries, et afin aussi de faciliter l'utilisation de nouvelles chimies.
Dans un laboratoire comme le RCS, donc on est en train d'inventer de nouveaux matériaux, je dirais peut-être pas tous les jours, mais presque. Il y a une fréquence d'invention très, très significative. Donc, et chaque fois qu'on invente un nouveau matériau actif, qu'on synthétise un nouveau matériau actif, il faut arriver à l'insérer dans un procédé de fabrication déjà établi d'un point de vue industriel. Donc ça, c'est très challenging en fait. Donc là, la prédiction pourrait être très utile hein, pour décider comment intégrer ces nouvelles chimies dans un procédé déjà existant, afin d'accélérer son intégration dans les marchés, en fait, finalement. Donc, dans les projets artistiques, c'est le projet RC, donc ce qu'on propose de faire, c'est développer une usine virtuelle, donc utiliser la modélisation mathématique afin d'aider à comprendre et à aider à prédire. Okay? Et donc, la démarche est la suivante, donc on commence du procédé de la fabrication, en fait, des objets réels, des batteries. On réfléchit d'abord à la physique, à tous les phénomènes physiques qui ont lieu tout au long des processus de fabrication. Puis on traduit ces physiques dans des équations mathématiques. Et ensuite, on utilise des superordinateurs, des supercalculateurs et des algorithmes d'intelligence artificielle. Si vous voulez, on pourra développer ça plus en détail après, pour prédire en fait des électrodes optimisées en fonction des paramètres de fabrication. Okay? Et puis ces électrodes optimisées prédites, bien sûr, il faut qu'ils soient validés par l'expérience. Et on espère qu'ils pourront nous permettre en fait, de développer une nouvelle génération de batteries que là, j'essaie de représenter dans une couleur bleue, okay, au lieu d'une couleur verte. Alors, ces projets donc, artistiques, c'est un projet qui est financé par le Conseil, qui va être financé par le Conseil européen de la recherche. Donc, c'est ce qu'on appelle un Consolidated Grant, donc c'est comme le monsieur président nous l'a mentionné, ce sont 2 millions d'euros sur 5 ans. C'est un projet qui implique une équipe projet, dont Mathieu, ici présent, fait partie très importante de ce projet, avec toute son expertise expérimentale sur les procédés de fabrication, ainsi que d'autres collègues expérimentateurs, dont Sébastien Cavalaglio, qui est quelqu'un qui est très impliqué dans la plateforme de pré-prototypage au labo, et d'autres collègues experts de la microscopie, des étudiants des postdocs. Donc, je vais être amené à recruter 4 doctorants et 4 postdocs donc, dans les temps à venir. Et bien sûr, c'est un projet qui est ouvert à tous les chercheurs en fait, de l'RCS. Et puis, je considère que c'est un projet qui donne une force fédératrice, en fait, parce que c'est un projet très multidisciplinaire. Donc là, j'ai indiqué, par exemple, notamment en dessin d'un supercalculateur. Donc, on a besoin de travailler ensemble, notamment avec la plateforme Matrix. Donc, on a déjà eu des discussions avec donc, le responsable de la plateforme, avec la DICIP pour tout ce qui est gestion des données, parce que cette plateforme de calcul se veut ouverte donc, sur un site internet. Donc, il faudra que toute la communauté puisse avoir accès à ces calculateurs et puisse faire des calculs en ligne. Donc, il y a cet aspect informatique, sécurité des données, quelles données on ouvre, quelles données on garde pour nous, donc qu'il faut gérer en fait. C'est très important cette interaction aussi. Et là, je cite d'autres laboratoires, dont certains ils sont situés à Compiègne, donc c'est des collaborations en cours qui pourront être très utiles, notamment avec les mondes de la réalité virtuelle pour visualiser ces électrodes donc, en 3D. Et puis l'emphase sur tous les aspects mathématiques. Donc là, on parle des modèles mathématiques, donc il faut des algorithmes numériques pour résoudre les équations mathématiques, pour que ces équations mathématiques puissent être comprises par l'ordinateur, en fait. On utilisera aussi des ressources expérimentales, en fait, des techniques de caractérisation disponibles dans de 2 réseaux dont on forme partie. Et aujourd'hui, donc, on a commencé à travailler donc, avec eWill, qui est une société amiénoise, pour développer un site internet, parce qu'il faudra que cette plateforme de calcul soit accessible à la communauté. Donc, et bon, il faut travailler sur une interface, en fait, numérique, pour que les utilisateurs puissent rentrer des données, et ainsi de suite. Reviatech, c'est une entreprise en fait, qui est située aussi à Compiègne, qui travaille sur la réalité virtuelle. Umico, c'est plus un fournisseur de matériaux en fait, dans lequel on s'est rapproché, parce que là, il faudra une première estimation d'un postdoc nous donne 70 kg de matériaux actifs en fait, sur les 5 ans. Donc, pour nous, c'est énorme, parce que les standards qu'on utilise généralement au labo, mais c'est l'ambition des projets en fait. Hein. Il faut faire beaucoup de manip pour valider les modèles, donc il y a beaucoup de feedback à établir entre modèles et expérience. Et puis, donc, il y a des entreprises comme Saft, c'est une entreprise de batterie, donc située à Bordeaux, qui est connue mondialement, donc qui nous ont aussi rapprochés avec intérêt par rapport à cette thématique, avant qu'on aille la notice de que le projet a été accepté. Donc, mon objectif, c'est que cette plateforme de simulation soit pérenne. Ça veut dire au-delà des 5 ans de projet, qui puisse être soutenu par des industriels, notamment. Pourquoi pas envisager la création d'une petite start-up ou quelque chose comme ça pour commercialiser. Donc, c'est des choses à voir en fonction de comment le projet va se dérouler. Alors, dans les 2 dernières slides, je vais vous montrer un petit peu mon parcours, comment je suis arrivé à NRC, la démarche.
Donc d'abord, moi je suis physicien théoricien donc en Argentine, l'équivalent à Master 2. Puis j'étais invité à venir au CEA à Grenoble pour travailler sur les piles à combustible, c'est un dispositif aussi de conversion électrochimique de l'énergie. J'ai eu mon doctorat au CEA à Grenoble sur la modélisation des piles à combustible en 2005. Et puis j'étais titularisé comme ingénieur-chercheur, en fait, j'étais en CDI, et puis j'ai eu envie d'aller vers le monde académique. Okay, et donc j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Marie Tarascon, Mathieu Mocrette, aussi une collègue qui est à Montpellier, qui est Marie-Lise Houlet. Et du coup, c'était pour moi un honneur en fait d'être invité au LRCS donc en 2013. Et puis je postulais un poste de prof, donc j'ai eu en 2013, donc je suis actuellement prof. Et un point très important, c'est ça. Donc j'étais lauréat par la région Picardie d'un appel à projet qui s'appelait Chercheurs au niveau. Et ça a été un déclencheur en fait. Donc moi au départ, j'avais amené des financements ANR d'un projet européen que j'ai amené des CEA. Mais avec ça, j'ai pu vraiment me mettre en plein dedans les sujets batterie avec ces soutiens, donc avec une thèse qui a été soutenue aujourd'hui même, il y a 2 heures. Donc voilà, donc c'est rigolo. Et en 2016, j'étais nommé membre junior de l'Institut universitaire de France. Donc ces soutiens-là m'ont été très importants pour déclencher d'autres projets, donc projets sur différentes thématiques, comme vous voyez là, donc être impliqué dans des projets européens, donc avec Mathieu, par exemple sur le lithium-soufre, Elise notamment. Et donc des projets européens en cours sur le lithium-ion, des collaborations bilatérales avec SAFT pour des thèses, voilà, et ainsi de suite. Et tout ça, c'est possible de faire tourner grâce à une équipe en fait incroyable d'étudiants, postdoc, qu'on est amené à encadrer, mais aussi avec l'interaction avec tous les collègues de labo, de l'ERCS, qui est, pour moi, c'est une structure incroyable d'un point de vue technique, méthodologique, mais aussi humaine. Okay, c'est très international, ça change les points de vue en fait. C'est très bien de travailler avec des points de vue différents pour avancer plus vite dans les connaissances. Donc avec ces supports, avec tous ces backgrounds, je me suis décidé de postuler à RC, donc au Consolidated Grant. Donc pour ces grants, en fait, on peut postuler lorsqu'on a fait les doctorats, en fait, lorsqu'on a un doctorat qui est ancien entre 5 et 12 ans. Okay, plus tard, on est trop vieux, donc on ne peut plus postuler. Et du coup, la démarche, ça a été présenter un dossier écrit, en fait, le projet. C'est en gros une quinzaine de pages. En fait, il y a 2 dossiers, un dossier d'une quinzaine de pages et un dossier de 12 pages, voilà. Et puis, donc, lorsque ce dossier est sélectionné, donc, il a été sélectionné, et j'ai dû aller à Bruxelles pour une présentation orale de 7 minutes pour défendre tous ces projets de 5 ans en 5 minutes, en fait. C'était très challenging. Et après, j'ai été en face des 20 examinateurs environ, donc dans une table ronde. Il a fallu que je réponde à des questions pendant 18 minutes. J'ai eu 13 questions cette année, en 2017. 13 questions en 18 minutes, donc c'était vraiment un ping-pong. Donc il faut vraiment beaucoup travailler les répondants, en fait, la réactivité, être concis dans la réponse, en même temps être convaincant. Le taux de succès de cette call est inférieur à 8%, donc en 2017, il y a eu 329 lauréats donc en Europe, donc, dont 3 dans la région de France et 2 en Picardie, voilà, en Virginie-Salsac et moi-même. Et tout ça, ça a été possible, bon, c'est une longue lutte, hein, beaucoup de préparation. Bon, je voudrais remercier Mathieu pour tous les soutiens, l'ouverture, la liberté qu'il me donne pour pouvoir développer mes projets plus ou moins fous, parfois. Et bien sûr, les labos, les LRCS, les CNRS et l'UPJV pour tous les soutiens logistiques au cours du montage des projets, estimer les lignes budgétaires et ainsi de suite. J'étais aussi soutenu par une société qui s'appelle Yellow Research, qui se trouve à Amsterdam. Donc c'est une société qui m'a été payée par les CNRS, en fait, qui m'ont donné beaucoup de conseils sur l'oral. J'ai dû aller à Amsterdam pour faire exercer l'oral dans des conditions un peu quasi réelles. L'Institut de chimie aussi, le CNRS, qui a organisé des oraux blancs, en fait, des oraux en condition de l'oral en fait, à Bruxelles, et qui m'a aussi soutenu avec les financements d'un postdoc d'une année qui m'a permis d'obtenir des résultats préliminaires afin de pouvoir arriver à Bruxelles avec des matériels pour convaincre les jurys. Et bien sûr, tout le réseau des collègues. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que 2017, ça n'a pas été la première année où j'avais postulé. Donc, j'avais postulé aussi en 2015, en 2016. Donc, j'étais arrivé à l'oral aussi. Et bon, j'ai failli en 2015, en 2016, donc je ne l'ai pas eu. Et c'est un coup,
parce que ça y a un coût moral, hein, parce que vraiment, on investit beaucoup de temps. L'écriture de dossier, ça ne se fait pas d'un jour à l'autre. Hein. J'avais commencé à les faire en 2015, 4 mois en avance. Et l'oral, j'avais passé même l'été, une fois que je suis que j'étais convoqué à Bruxelles, j'avais passé même l'été pour préparer l'oral, et ainsi de suite. Les 2 premières années, en fait, je suis allé 4 jours en avance à Bruxelles pour faire un peu comme le joueur de foot avant les grands matchs, faire un petit peu de concentration. La chose rigolote, c'est qu'en 2017, je suis allé le jour d'avant, voilà, et je ne me sentais pas prêt, voilà, ça marchait. Mais je voudrais aussi remercier, finalement, les gens qui me sont proches, et des personnes qui sont très près de moi, des personnes qui sont à 12 000 km de chez moi, d'ici, et des personnes qui sont infiniment loin de moi à ce moment. Merci beaucoup. Je voulais faire un petit commentaire parce que Alejandro, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup pour des raisons humaines, parce qu'au-delà du brillant chercheur, il a dit modestement qu'il était membre de l'UEF. UEF, c'est déjà beaucoup. Maintenant, ERC, c'est énorme parce que depuis 10 ans, le CNRS compte 460, donc il fait partie des 460. Et cette année, nous avons eu 3 ERC en Haute-France, un à Lille, un à Compiègne et un à l'UPJV. C'est juste énorme, mais il ne le dira pas. Deuxièmement, ce monsieur-là aussi est très généreux en enseignement parce qu'il fait beaucoup d'innovation pédagogique. Il pourrait faire l'autiste, entre guillemets, et ne s'occuper que de la recherche. Non, il est très généreux avec ses étudiants. Et il les marche aussi dans les projets d'innovation pédagogique parce qu'il est en train de monter un concept en sciences sur le virtuel et le savoir. Merci infiniment pour ce que tu fais. Merci.